7h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec évidemment Philippe Bilger, Éric Revel, Sylvain Lévy-Valency et évidemment Cécile de Ménibus. Ouais, ouh. Et c'est l'heure du... Kiki. Non, Non, là vous avez 20 minutes d'avance. Je C'est sais que l'heure vous espérez gagner. non. du grand débat. Je croyais que c'était l'équipe. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans un communiqué, Moscou a dévoilé la délégation présente à Istanbul avec un grand absent, Vladimir Poutine. Le dirigeant a envoyé Vladimir Medinsky, ancien ministre de la Culture, devenu conseiller du Kremlin, pour représenter la délégation russe. Le président russe reste théoriquement un fugitif du droit international. La tension monte entre Kiev et Moscou avant le début des pourparlers en Turquie. Volodymyr Zelensky qualifie de farce la composition de la délégation russe envoyée à Istanbul. Vladimir Poutine sèche donc les négociations d'Istanbul. Le président russe n'est pas venu en Turquie aujourd'hui comme l'y invitait l'Ukraine et ses alliés. La Russie sera donc représentée par une délégation de second rang. Alors parlons vrai. Pensez-vous, comme l'a dit Donald Trump, que rien ne se passera tant qu'il n'aura pas rencontré Poutine? Et à la question, sans Poutine, les négociations d'Istanbul peuvent-elles aboutir? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité, Jean de Glignassi, est avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'ERIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation, Philippe Bilger. À peine a-t-on en soi un souffle d'espoir en se disant qu'une accalmie, peut-être une suspension de la mort, va arriver, que immédiatement la déception arrive. Certes, la vie diplomatique n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais tout de même, je rejoins la question de Sud Radio. Je crois qu'en effet, tant que Donald Trump ne s'en mêlera pas directement dans un contact avec Vladimir Poutine, nous risquons d'être déçus. Par ailleurs, j'ai l'impression d'un immense jeu et tragique jeu puéril entre la volonté d'humilier les uns, de se camper dans une position de supériorité des autres, de croire que l'envahisseur est la victime ou que la victime doit être écrasée. J'attends véritablement avec beaucoup d'impatience le point de vue de monsieur l'ambassadeur dans ce mélange de triste matérialité et de tragique disparition de victimes innocentes, et puis d'une psychologie qui fait de ces maîtres du monde des enfants. Éric Revel. Bien sûr qu'on va écouter avec bonheur l'ambassadeur. Moi, j'ai le sentiment que de toute façon, il pouvait rien se passer en Turquie. Bon, d'abord parce que Poutine n'y est pas, mais surtout parce que ça me paraît être la vie normale de la diplomatie autour d'un conflit comme celui-ci. C'est-à-dire que des chefs d'État ne se déplacent physiquement, j'allais dire, que pour signer. Ils vont pas se déplacer dans les négociations. Ce qui est déjà bien quand même, c'est qu'il y ait des délégations même de second niveau ukrainienne et russe. Je pense que Donald Trump, qui pensait résoudre le conflit en 24 heures, puis en 2 mois, puis on verra, il a quand même signé un accord important avec les Ukrainiens sur l'exploitation de leurs minerais. Et je pense que l'homme d'affaires et le président des États-Unis, qui sont le même homme, va vouloir assez rapidement peut-être avoir un retour sur investissement, sur son engagement, notamment à protéger peut-être l'Ukraine ensuite. Donc les choses vont avancer. Mais là, je me faisais pas d'illusions. On n'imaginait pas Poutine arriver face à Zelensky, et même si Trump avait fait le voyage, puisqu'il est au Moyen-Orient en ce moment, pour signer au bout de 2 jours un document. Donc je pense que ça va prendre du temps, et l'ambassadeur le dira. Et la question que j'aimerais poser à monsieur l'ambassadeur, c'est: Poutine veut-il vraiment la paix? Sylvain Lévy-Valency. Oui, rapidement, je suis assez d'accord avec ce que dit Éric Revel. Je voudrais juste, encore une fois, essayer peut-être de prendre un peu de hauteur sur le fait que on est sur l'aboutissement de la force de l'Europe qui pèse sur le conflit. On a l'impression que c'est un ultimatum qu'on a fixé à Poutine. Et qu'est-ce qu'on fait après si ça marche pas? Est-ce que l'Europe dit on vous avait averti, donc finalement c'est pas bien, faut pas continuer? Est-ce qu'on va se décider avec force peut-être de devancer les choses? Et encore une fois, je reviens toujours là-dessus, il faut toujours faire un peu d'histoire. Poutine teste la force de l'Europe. Poutine teste les forces bilatérales, les forces multipolaires en présence. Faut pas se tromper sur ce qui est en train de se passer. Et que si l'Europe, comme le président Trump, ne réagisse pas de façon
forte, puissante, et je vais même aller plus loin, s'il faut même peut-être envoyer des troupes au sol, je pense qu'on arrive sur les limites de l'exercice. Il faut bien sûr ne pas le souhaiter, mais en tout cas, ce qui s'est produit et ce qui est en train de se produire, c'est aussi dans une certaine mesure peut-être l'aveu d'impuissance des pays d'Europe aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la présence de Poutine était réellement importante aujourd'hui, à part sur la symbolique ? Elle n'était ni importante ni prévisible. Comme il a été dit il y a quelques instants, dans l'esprit de Poutine, le chef d'État, il arrive pour signer de sa main blanche un accord qui a déjà été entièrement balisé. La dernière fois qu'il a négocié, il s'en mord les doigts, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est à Minsk, où en février 2015, il a négocié directement avec Merkel, Macron et Poroshenko. Et ça s'est retourné contre lui. Non, 2015, c'était Hollande, monsieur l'ambassadeur. C'était Hollande, oui. Hollande, pardon. Oui, merci. Et il s'en mord les doigts parce qu'il considère qu'on l'a roulé dans la farine. Nous considérons la même chose aussi, mais en tout cas son interprétation, et surtout l'interprétation de la droite nationaliste, c'est qu'il s'est fait rouler. Donc il négocie plus. C'est d'ailleurs pour ça que le 9 décembre 2019, à Paris, il était convenu un peu avant, à Brégançon, avec Macron, qu'il ne viendrait que pour signer un accord qui malheureusement n'a pas pu être signé depuis. Donc il était exclu qu'il vienne, et il était d'autant plus exclu qu'il vienne que, en fait, ça se présentait comme un ultimatum. C'est-à-dire, moi je viens, dit Zelensky, et toi il faut que tu viennes, alors que c'est lui-même, Poutine, qui avait proposé de négocier directement, mais pas une seule seconde, il était venu à la tête de venir lui-même. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, en fait, l'enjeu de cette réunion n'est pas celui qu'on croit. On sait bien, enfin en tout cas, on devrait savoir que les Russes ne bougeront pas d'un poil par rapport à leurs demandes de base et que les Ukrainiens ne sont pas en mesure de les accepter. L'enjeu, c'est en fait la patate chaude, si j'ose dire, c'est-à-dire ou le concours de beauté vis-à-vis de Trump, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre à Trump que l'Ukraine est partisan de la paix alors que la Russie ne l'est pas, et vice-versa. Donc, en fait, on essaye de jouer au maximum des ressorts psychologiques d'un échange de balles comme au ballon prisonnier pour essayer de faire apparaître l'autre comme le coupable de la perpétuation de la guerre. Or, en fait, pour des raisons différentes, totalement différentes d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de faire la paix actuellement. Pour Zelensky, il voudrait bien, mais il peut pas parce que on voit tous les radiotrottoirs à Kiev et ailleurs. Son peuple ne lui pardonnerait pas de l'avoir emmené dans 3 ans de guerre et au bout de 3 ans de se retirer en laissant Zaporijia, Kherson, le Donbass et surtout la Crimée aux mains des Russes. C'est pas acceptable politiquement. Il faut un temps de préparation, il faut qu'il puisse arguer en quelque sorte de l'énorme pression des Américains, il faut qu'il obtienne quelques concessions supplémentaires de Poutine. C'est trop tôt, c'est très clair. Quant à Poutine, il n'a pas tranché non plus et il penche plutôt vers le maintien de la guerre parce qu'il a l'avantage sur le terrain, qu'il est soumis aussi à une certaine pression des nationalistes russes en disant tu as l'avantage sur le terrain, c'est pas le moment de faire des concessions, même au nom d'une hypothétique normalisation avec la Russie, avec les États-Unis, avec un président qui a mis beaucoup de sanctions sur la Russie lors de son précédent mandat, qui n'est là que pour 4 ans et qui va avoir les termes sous 2 ans. Jean Glignati, Philippe Bilger, mais court, et parce qu'après on part au 0826 300 300. Monsieur l'ambassadeur, j'ai été inspiré par la question d'Éric Revel qui me paraît centrale. À votre avis, est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment la paix ? C'est difficile de répondre de façon tranchée à cette question parce qu'il y a un débat actuellement à Moscou entre ceux qui disent c'est le moment ou jamais de normaliser avec les États-Unis, c'est une chance historique, il faut y aller, quitte à limiter nos ambitions. Enfin, limiter ses ambitions, c'est quand même les 5 oblasts, la neutralisation de l'Ukraine et la levée des sanctions, c'est pas si mal. Et donc, d'un côté, il y a ceux-là qui disent
faut y aller, il faut jouer le jeu. Et puis il y a l'autre partie à laquelle Poutine est très sensible pour de multiples raisons, qui dit non, les Occidentaux ne sont pas fiables, il faut continuer, nous avons l'avantage sur le terrain, il faut y aller, on va gagner. Et je pense que pour l'instant, Poutine penche très fortement dans cette deuxième voie, étant entendu qu'il ne souhaite pas s'aligner Trump. Donc il est sur une ligne de crête, il faut faire plaisir, enfin en tout cas ne pas se brouiller avec les Américains tout en continuant la guerre. On part au 0826 300 300, une vraie voix du jour. Bonsoir Julien. Bonsoir l'équipe. Oui Julien, une réaction peut-être. Une réaction, oui. Ouais, alors moi je pense qu'en fait les seuls qui ont un intérêt à ce que la guerre perdure, et c'était pour les mêmes raisons que la France avait tout intérêt à faire des guerres du temps où les guerres se passaient à l'autre bout du monde, et c'était dans notre intérêt. La meilleure défense de la France, c'était les 5000 km qui nous séparaient de l'Afrique, c'est pour ça qu'on a toujours fait la guerre en Afrique, en tant que Français. Ce qui dérange les Américains, c'est que ça leur permet de vendre des avions, ça leur permet de vendre de l'arsenal et de se saisir de terre en Ukraine. Voilà le vrai intérêt. Donc en fait, je pense que le vrai problème dans cette guerre, c'est les Américains qui ont toujours poussé aux fesses derrière Zelensky pour qu'il aille au front. Et les Français qui sont soumis à la doxa de l'OTAN, ils n'ont pas le choix parce qu'on est désarmés sans l'OTAN. Sans les Américains, l'OTAN, c'est une coquille vide. Eh bien, on est en flippette et alors on suit tout ce que nous dit l'OTAN pourvu qu'elle continue à nous protéger. Et aujourd'hui, Trump n'a plus aucun intérêt à nous protéger. Il a bien compris que c'était une économie à fond perdu et que c'était pas dans l'intérêt. D'autant plus qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui sont l'hégémonie mondiale sur le pétrodollar, est en train de se faire détrôner parce que tout le monde en a marre d'être sous son hégémonie. Et je pense qu'il y a un basculement du monde qui fait que c'est un basculement qui entraîne une guerre qui est une guerre de nécessité, de survie pour les États-Unis. Et je pense qu'en fait, il est là le fond du problème. Jean de Lignasti. Et je pense pas que ce soit les Russes qui soient le problème, en fait, voilà. Jean de Lignasti, pour répondre à Julien. Ce que Julien a dit est parfaitement exact en ce qui concerne Biden. Trump, c'est différent. Je crois que Trump veut vraiment régler ses problèmes. C'est un businessman. Il y a deux choses qui l'intéressent, c'est le business et de ce fait aussi l'Asie qui est le cœur économique du monde. Donc je pense que la logique qui a été décrite à l'instant est une logique qui présidait aux actions américaines du temps de Biden et de l'administration démocrate. Les républicains ne sont pas sur ce pied-là. Ils voudraient vraiment régler la chose. Quant à l'OTAN, l'OTAN, c'est nous d'une certaine façon. Vous savez, l'OTAN, c'est une organisation intergouvernementale. Il suffit qu'on lève le doigt et qu'on dise non, et rien ne se passe. Donc si l'OTAN agit comme ça, c'est parce qu'on souhaite qu'il agisse comme ça. Sylvain, Elie Valency. Faudra dire ça. Oui, monsieur l'ambassadeur, je voulais juste vous poser une question. Attendez, deux secondes. Allez-y, Julien. Il faudra expliquer ça par rapport à l'OTAN à monsieur De Gaulle, qui avait très bien compris le problème de sortir de toutes ces unions avec les États-Unis. En 66, oui. Sylvain Lévy-Valency. Oui, monsieur l'ambassadeur, je voudrais juste vous poser une question, sans faire de comparaison historique. Quand le chancelier allemand Adolf Hitler envahit les Sudètes et qu'on laisse faire avec l'Europe, alors qu'il y avait un traité qui permettait d'intervenir, quand il fait l'annexion de l'Autriche, on laisse faire, on espère une paix probable. On se rappelle de Chamberlain qui secoue ce papier en disant j'ai gagné la paix, et en fait les dés étaient joués d'avance. Y a-t-il une comparaison, monsieur l'ambassadeur, entre le fait que Vladimir Poutine peut-être a dans son dessein, avec cette idée de la Grande Russie, une volonté hégémonique de tester finalement les forces en présence, ou finalement, vous l'avez dit vous-même, que si l'OTAN n'a pas réagi, réagira-t-elle maintenant? Et laissons-nous faire finalement arriver quelque chose dont on ne pouvait finalement pas penser, un nouveau dictateur hégémonique dont on avait pensé qu'on enterrerait cette idée-là ou pas. Jean de Lignasti. Il y a évidemment beaucoup de différences très importantes avec ce qui se passait en 1938 et ce qui se passe maintenant. Les nazis avaient d'abord leur programme était écrit noir sur blanc, donc ils voulaient dominer l'Europe et conquérir les pays, d'abord la zone germanophone et ensuite le reste de l'Europe. Et puis la deuxième grande différence qui est encore plus importante, c'est qu'actuellement une guerre, ça signifie la destruction totale, parce qu'il y a l'arme nucléaire qui est évidemment dans le circuit.
lui. Quant aux intentions de Poutine, c'est de récupérer, elle est affichée, il l'a dit, ça fait 20 ans qu'il le dit, éviter, enfin revenir à la zone d'influence, non pas reconstituer l'URSS, c'est absurde de dire ça, il sait très bien, il n'est pas idiot, il sait bien que c'est pas possible, mais reconstituer une zone d'influence, et une zone d'influence, ça veut dire que les pays qui étaient autrefois des républiques socialistes soviétiques ne doivent pas rentrer dans l'OTAN. Ils ont laissé passer les 3 pays baltes pour des raisons historiques, mais ils ne le laisseront pas passer d'autres. Donc les objectifs probables de Poutine sont assez connus. Alors maintenant, il y a une dimension émotionnelle pour l'Ukraine qui est évidente, pour les Russes, d'ailleurs pour les Ukrainiens aussi en sens inverse, qui peut évidemment conduire à des dérapages, et il y a toujours un risque d'escalade qui peut conduire à l'extension du conflit jusqu'à des seuils inquiétants. Mais la comparaison a quand même beaucoup de limites, hein. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche de l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Vous restez avec nous, Julien, bien entendu, dans un instant. On fait une petite pause et ce sera le qui c'est qui l'a dit. Juste avant, Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui sera avec nous jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.